Disons-le clairement, Audi, telle que nous la connaissons aujourd'hui, doit absolument tout à la Quattro, dont la première apparition date d'il y a exactement 44 ans et qui constitue une impeccable synthèse de tout ce sur quoi la firme aux anneaux a lentement bâti sa réputation: ingénierie de haut vol, technicité et innovation, performance, qualité de construction et bien sûr succès en compétition. Personne ne s'y attendait à l'époque, mais ce coupé aux formes un peu balourdes a enclenché une authentique révolution technique, en même temps qu'il permettait à son constructeur de gravir la première marche du très long escalier au sommet duquel BMW et Mercedes le regardaient encore de haut et qui allait le conduire vers ce qui s'appelait le haut de gamme. Comment imaginer alors que cette obscure sous-marque de Volkswagen allait s'avérer capable de lancer une voiture de sport sans aucun équivalent sur le marché, de remporter 4 titres en championnat du monde des rallyes et d'ouvrir de nouvelles perspectives dans lesquelles ses concurrents seraient bientôt contraints de s'engouffrer ensuite? Il y a belle lurette que le nom Quattro ne désigne plus un modèle en particulier, mais est devenu un suffixe désignant les variantes à 4 roues motrices de la gamme Audi. C'est la raison pour laquelle la voiture au volant de laquelle Michel Mouton, Hannu Mikkola ou Walter Röhrl s'illustrèrent dans le cadre du championnat du monde des rallyes est rétrospectivement appelée Ur Quattro par les amateurs, le Ur qualifiant en quelque sorte l'objet originel dans la langue de Goethe. Car plus de 4 décennies se sont écoulées depuis la présentation de l'auto au Salon de Genève 1980 sous la forme d'un coupé fastback établi sur la base de la berline 80 B2 commercialisée 2 ans plus tôt et dont l'Autojournal, sous la plume d'André Costa, avait conclu sans ambiguïté que l'engin avait de grande qualité puisqu'il écrira: tout comme avec l'engin le plus poussif, il est ici possible d'écraser quasiment sans retenue l'accélérateur en cours de virage. Avec une voiture à 2 roues motrices aussi puissante, cela se traduirait immanquablement par une mise en travers ou par un tout droit dangereux. Avec la Quattro, la voiture se contente d'accélérer puissamment en conservant sa trajectoire avec une ténacité stupéfiante. Une belle époque où les journalistes savaient écrire. Le père de la Quattro, Ferdinand Piëch, considère que l'arrivée de celle-ci constitue un événement aussi important que l'apparition des freins sur les 4 roues dans les années 1920. Avec le recul du temps, c'est un peu exagéré, car contrairement à ce que certains croyaient à l'époque, la transmission intégrale ne s'est pas généralisée en dépit des avantages en matière de sécurité active. Il faut dire que la création de l'ESP a changé beaucoup de choses. Dans la foulée d'Audi, plusieurs constructeurs ont eux aussi lancé des modèles à 4 roues motrices permanentes avec des fortunes diverses et dès le milieu des années 90, la plupart d'entre eux, comme Renault, Opel ou le groupe PSA, y avaient plus ou moins renoncé. Mais en Bavière, le mot Quattro ne s'est pas borné à une errance du marketing ou à un vulgaire effet de mode. La transmission aux 4 roues fait à tout jamais partie de l'ADN d'Audi. Elle a même amplement contribué à édifier l'identité de la firme, plutôt du genre insaisissable depuis sa renaissance inespérée sous l'égide de Volkswagen. En 1965, le géant de Wolfsburg, utilisant sa filiale Audi comme une sorte de laboratoire destiné à expérimenter des solutions techniques inenvisageables sous le label Volkswagen. De la sorte, pendant 15 ans, Audi va laborieusement se construire une image de marque sérieuse, certes pétrie de rigueur technique, mais réfractaire à toute innovation réelle. À titre d'exemple, la malheureuse Aero 80 fut commercialisée jusqu'au terme de sa carrière sous la marque NSU, jusqu'au moment où, fraîchement débarqué de la maison Porsche, Ferdinand Piëch fut nommé à la direction du développement technique d'Audi en 1972. 4 ans plus tard, le 5 cylindres Audi poussait ses premiers cris sous le capot de l'anodine berline 100 C2, avant que la 205T en 1979 n'en adopte la première version suralimentée, annonçant déjà le moteur de la Quattro alors à l'étude. En ce temps-là, les voitures européennes à moteur turbocompressé ne sont pas légion, mais c'est bien la transmission de l'engin qui cache l'innovation décisive voulue par Piëch, dont le raisonnement est imparable. Il s'agit d'adapter à un véhicule de tourisme la transmission aux 4 roues, jusqu'alors réservée au modèle tout-terrain, l'objectif consistant à exploiter le bénéfice obtenu en termes de motricité, non pas dans le but de crapahuter dans les chemins, mais bien d'améliorer le comportement de l'auto sur route ouverte. Bien entendu, le principe retenu est celui d'un 4x4 permanent par opposition au système enclenchable encore nombreux à l'époque. Le conducteur d'une Quattro devra pouvoir compter en toutes circonstances sur les avantages d'une authentique transmission intégrale. Piëch et son équipe n'ont pas à aller chercher bien loin pour s'en procurer les composants.
Le confidentiel Volkswagen Iltis, initialement développé pour l'armée nationale de la République fédérale d'Allemagne, dispose d'une chaîne cinématique bien plus sophistiquée que ses rivaux, notamment japonais. L'ingénieur Jörg Bessinger a en effet conçu un système permettant de distribuer le couple aux 4 roues selon une répartition fondamentale de 50-50 entre les deux essieux, l'ensemble comportant un différentiel interpont indispensable pour permettre un entraînement permanent des 4 roues, celui-ci étant bloquable manuellement, de même que le différentiel arrière, atout précieux pour se sortir de certaines situations extrêmes, dans la boue ou la neige par exemple. Lorsque la Quattro apparaît, seul Subaru et dans une moindre mesure AMC propose des modèles de tourisme à 4 roues motrices. L'originalité de la démarche des Allemands consiste à concevoir la première Audi ainsi née comme une authentique voiture de sport dont les premières sorties en course laissent au demeurant entrevoir le potentiel. Rappelons qu'au début de 1981, la voiture remporte tout simplement les 6 premières épreuves du rallye Monte-Carlo courues sur la neige avant qu'Audi remporte le championnat du monde des rallyes en 82 et 84. L'issue est implacable, après la Quattro, tous les compétiteurs aligneront des voitures à 4 roues motrices. Avec ses 200 chevaux, la Quattro de route pourrait théoriquement se mesurer au BMW 628 CSI, Mercedes 280 CE ou Opel Monza 3 litres E, mais en fait l'auto ne connaît aucune rivale européenne véritable et il faudra attendre la sortie de la Porsche 911 Carrera 4 7 ans plus tard pour qu'un autre coupé sportif à 4 roues motrices rejoigne Audi dans une catégorie décidément peu fréquentée. Notre Ur Quattro, qui va recevoir en 1989 une culasse à 20 soupapes en guise de feu d'artifice final, est alors à son couchant, mais depuis sa naissance, sa transmission s'est largement répandue chez Audi, y compris dans de paisibles berlines 100 animées par un modeste 4 cylindres de 90 chevaux, tentative et mérite de proposer la sécurité octroyée par les 4 roues motrices à une clientèle peu concernée par la quête de performance, à un moment où ni BMW ni Mercedes ne sont en mesure de répliquer. La maîtrise de la suralimentation, plus tard associée aux culasses multi-soupapes, l'atypisme du 5 cylindres et la transmission Quattro ont permis à Audi de développer des modèles de plus en plus performants sans avoir à subir les problèmes de motricité rencontrés par les conducteurs de traction puissante tels que les Lancia Thema, Renault 25 ou Saab 9000. Pour parvenir à se ménager une place aux côtés de BMW et Mercedes, il fallait défricher un chemin inédit, s'extraire du classicisme alors en vigueur, imposer une nouvelle approche. Désormais considérée à juste titre comme un jalon historique, la cote de la Quattro s'est mise à grimper et il faut désormais prévoir une enveloppe de 50 à 60 000 euros pour acquérir un bel exemplaire. Mais c'est toujours 2 fois moins cher que la nouvelle Audi e-tron GT Quattro. Alors, quel est votre choix? Eh bien, dites-moi ça dans les commentaires et venez me rejoindre sur ma nouvelle chaîne Vintage Drivers ou encore sur Insta. Vous trouverez les liens juste en dessous dans la description et dans le premier commentaire épinglé.